Salut! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir développeur freelance. Donc moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis en freelance, donc je m'étais lancé directement dès ma sortie d'école d'ingénieur, et je t'avoue que je regrette absolument pas, clairement. Donc je suis très content d'avoir pris cette décision, et j'ai envie que du coup d'autres personnes rejoignent cette aventure. Donc l'idée, voilà, c'est de démystifier un peu tout ça, et ce passage en freelance qui peut faire un peu peur à certains. Donc là, on va te préparer un petit plan étape par étape, de tes premières réflexions à tes premiers euros facturés en freelance. Donc voilà, j'espère que ça pourra te rassurer à fond, et donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti! Alors pour commencer, évidemment, je pense que je t'apprends rien si je te dis que le développement, c'est un domaine ultra porteur, hein, bien sûr. Je pense que tu es plutôt bien tombé, c'est carrément adapté à la freelance, clairement. Tu as le côté télétravail possible, évidemment, enfin même digital nomade si tu veux, vu que tout est faisable à distance. Tu peux choisir voilà, soit du présentiel, soit du distanciel. Là, pour le coup, il y a pas mal de rythmes possibles. Pareil sur les temps de travail, donc les délais de mission. Tu peux faire à la fois des projets court terme, plus ponctuels, donc le développement d'une application, quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de plus rapide, ou à l'inverse, des missions longues avec de l'accompagnement au quotidien d'équipe, etc. Donc, en fonction de tes préférences, si tu préfères la stabilité, etc., voilà, il y a pas mal d'options possibles qui s'offrent à toi. Et surtout que, voilà, évidemment, c'est un domaine où il y aura toujours besoin de développeurs. L'IA n'est pas encore arrivée assez haut, tout simplement, pour te remplacer, on va pas se mentir. Donc, clairement, tu as du potentiel en freelance, si tu as les compétences, etc. Il y a une place pour toi, c'est évident. Et alors, justement, quels sont les avantages de devenir freelance en tant que développeur? Bah, d'une part, tu auras évidemment toute la partie liberté, donc liberté de ton lieu de travail, de tes temps de travail, de tes congés aussi potentiellement, donc tout ça c'est quand même ultra agréable. Évidemment, tu auras plus de revenus tout simplement. Si tout se passe bien, que tu as les missions que tu souhaites, etc., tu peux aller vite chiffrer dans les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, donc à base de 500 € de TJM qui est vraiment accessible, honnêtement, c'est ce que j'ai facturé rapidement dans mes premières années. 500 € fois 20 jours travaillés par mois, tu es rapidement à 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc non, ce n'est pas une légende, c'est vraiment possible. Et franchement, c'est accessible presque à tous. Hein, dès que tu as des compétences et que tu sais te mettre en avant, c'est vraiment jouable. Donc forcément, la freelance, c'est quelque chose de très attirant. Et alors, comment devenir freelance, justement? Eh ben, écoute, selon moi, la première étape, ça va être de définir ton positionnement. Donc, c'est le fait tout simplement d'établir une stratégie, d'aller étudier un peu quelle spécialisation tu peux faire pour te démarquer un peu de la concurrence et des autres. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de tes compétences actuelles. Hein, donc forcément, il faut mettre en lumière par rapport à toi ce que tu sais faire et ce que tu as envie de faire également. C'est important voilà, d'avoir envie de te spécialiser dans une direction et pas dans une autre. Donc ça, c'est voilà, c'est à toi de déterminer un peu tout ça en amont. Évidemment, tu vas mettre ça en relation avec le marché actuel. Donc c'est à toi d'aller étudier effectivement est-ce que la concurrence est rude sur ce domaine-là. Donc ça, tu peux voir un peu sur les plateformes, Mail, LinkedIn, etc. Est-ce qu'il y a déjà du monde sur ce domaine-là? Et est-ce qu'il y a de la demande évidemment côté client? Donc ça, voilà. Est-ce qu'il y a des outils, des technos qui ressortent souvent dans les besoins clients, etc. Donc tu vas pouvoir faire un petit mélange de tout ça et te créer du coup une spécialisation un peu idéale pour toi, pour tout simplement te démarquer et mettre en avant du coup tout simplement tes éléments différenciants. Donc ça peut être une première étape évidemment dans ta démarche. Et donc le fait de te spécialiser, ça va te permettre à la fois donc de trouver des missions plus rapidement parce que tu seras un peu démarqué de la masse et donc forcément tu seras plus visible, et également à facturer plus cher si tu es l'un des rares évidemment à proposer tel ou tel techno ou tel outil ou à débloquer certaines problématiques, bah forcément ton expertise elle sera mise en avant et donc tu pourras facturer plus cher. Donc ça évidemment c'est quelque chose à réfléchir en amont bien sûr. Et donc forcément quand on parle de dev, soit tu pars sur du front, du back, soit du full stack si tu veux un peu de polyvalence. Alors, la polyvalence, c'est bien dans certains cas, mais du coup, c'est plutôt orienté vers des petites équipes généralement, des missions peut-être pas si longues que ça, etc. Parce que quelqu'un qui sait tout faire sera forcément un peu moins privilégié que quelqu'un qui est focus sur une petite partie en particulier. Donc forcément, un expert d'un outil sera privilégié en entretien ou autre par rapport à quelqu'un qui sait faire plein de choses en même temps. Évidemment, du coup, en dev, tu as plein de spécialisations possibles, hein, évidemment, que ce soit du front ou du back, peu importe. Évidemment, tu peux partir sur du full stack si tu veux plus de polyvalence. Donc les polyvalences, ça peut avoir du bon, mais attention parce que forcément, ça va peut-être être plus axé pour des missions court terme dans des petites équipes. Si tu sais tout faire, c'est bien, ça dépanne, on va dire, dans les petites boîtes. Par contre, les grosses sociétés, les grosses structures voudront plutôt quelqu'un d'expert sur un sujet, sur un outil ou autre. Et donc c'est pour ça que voilà, la polyvalence, voilà, ça se réfléchit tout simplement en fonction de ce que tu veux faire et ce que tu prévois. Et évidemment, après, tu peux faire du mobile, du no-code aussi maintenant qui se développe beaucoup. Donc il y a plein de possibilités évidemment qui s'offrent à toi de voir ce que tu préfères et ce sur quoi du coup tu es le plus à l'aise tout simplement. Ensuite, une fois que tu as défini ton positionnement, ce que je te recommande de faire évidemment, c'est de toujours continuer à te former. Donc ça peut paraître évident, mais au final, tout le monde ne le fait pas clairement. On a vite tendance à se reposer sur ses lauriers tout simplement et à considérer ça comme acquis, alors qu'évidemment, voilà, tu te démarqueras beaucoup plus si tu fais les petites formations en plus qui te permettent d'avoir une expertise un peu complémentaire, de cumuler deux outils ou deux technos ou autre, ça peut toujours être quelque chose qui est vraiment, qui apporte de la plus-value tout simplement. Ou alors faire des certifications, tout simplement. Les certifications, c'est gratuit ou très peu cher généralement. Ça t'apporte un peu, alors ça te rassure d'une part, et ça apporte toujours des petits compléments de connaissances, et ça rassure aussi le client en face de toi.
une fois que tu es en entretien ou sur le CV ou autre, c'est toujours bien de dire voilà, je suis certifié sur tel outil et au moins c'est quelque chose qui apporte tout simplement de la réassurance. Ensuite vient la partie administrative, forcément, tu vas pas y échapper, désolé. Il va falloir forcément créer tes statuts. Donc alors tu n'as pas besoin de les faire tout de suite, hein, forcément, tant que tu n'as pas de mission ou autre, ne sois pas pressé non plus à fond là-dessus. C'est pas quelque chose qui prend non plus des mois et des mois. Donc juste, il faut avoir ça à l'esprit, réfléchir un peu du coup à quel statut tu vas choisir. Généralement, du coup, je te recommande dans 95% des cas de faire une micro-entreprise. C'est gratuit à mettre en place, c'est super simple et ce sera également gratuit à la fermeture. Donc même si voilà, c'est qu'une période temporaire ou autre, ça peut vraiment t'aider là-dessus. Et sinon, dans des cas plus particuliers, si tu as eu une rupture conventionnelle ou si c'était une situation un peu différente, évidemment, là, je te conseille de contacter un comptable, de voir si peut-être qu'une SASU, du coup, serait plus optimale pour toi pour bénéficier des différentes aides, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose juste à avoir en tête à ce moment-là du parcours. Ne te rue pas, évidemment, sur les sites administratifs. C'est pas si compliqué que ça, évidemment. J'ai réussi à le faire par moi-même pendant 7 ans, donc il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir en tête, évidemment. Évidemment, n'hésite pas, hein, si tu as des questions sur l'administratif, fais-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de t'aider là-dessus. J'ai déjà pas mal de vidéos normalement sur ma chaîne qui parlent d'administratif, donc les déclarations, les créations de statuts, le choix du statut, etc. par rapport à ta fiscalité. Donc tout ça, je t'invite évidemment à aller voir ces différentes vidéos et à t'abonner, bien sûr, j'en profite. Abonne-toi, c'est juste en dessous et ça me ferait super plaisir. Comme ça, au moins, tu rateras aucune vidéo sur la freelance au global. Et donc, on repart directement sur notre petite vidéo. Et alors, une fois que tu as fait tout ça, on va pouvoir commencer du coup ce que j'appelle la prospection passive. Donc, c'est tout simplement le fait d'être le plus visible possible sur les réseaux, donc en ligne, etc. Donc, ça passe par plusieurs moyens, évidemment. Le premier, ton meilleur ami, ce sera LinkedIn, clairement. Tu ne pourras pas y échapper, évidemment, même si tu n'es pas fan de LinkedIn au départ. Il va falloir t'y faire un peu, il va falloir un super profil, clairement. LinkedIn, ça apporte beaucoup trop de visibilité pour être ignoré. Donc, il faut un profil optimisé en termes de mots-clés, etc., pour être trouvable via la barre de recherche, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on tombe sur ton profil, forcément, il va falloir qu'on ait envie de te contacter, tout simplement. Que tu sois ultra expressif, que tu montres qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce qui te distingue des autres, et quels résultats concrets tu peux apporter vraiment. Donc, basé sur tes expériences précédentes, évidemment. Donc, tout ça, ça se joue voilà, sur les mots-clés, etc., le terme de ta description. Fais pas ça à l'IA de façon très générique, bien sûr. Fais-nous un beau profil et sois-en fier, bien sûr, parce que ça peut être un très gros atout pour tes recherches d'émissions par la suite. Ensuite, tu vas également pouvoir t'inscrire sur les différentes plateformes freelance, donc qui vont te permettre d'avoir tout simplement des cartes de visite un peu partout sur Internet. Donc ça, c'est évidemment un super point pour ta visibilité. Donc bien sûr, les plateformes principales, c'est donc Malte par exemple, Crème de la Crème, Comet, Freework. Il y en a un sacré paquet, évidemment, je te laisse faire tes petites recherches. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de t'inscrire sur le plus de plateformes possible. Focalise-toi d'abord sur une avant de vouloir répliquer. Donc, par exemple, évidemment, la référence, c'est Malte. Donc, commence par Malte, fais le profil le plus optimisé possible avec une belle photo, un titre nickel, un prix adapté, des compétences bien choisies, etc. Une belle description, forcément. Et ensuite, une fois que tu as tout ça et que tu vois que les stats commencent à fonctionner, que tu commences à te référencer, alors bien sûr, tu peux adapter en fonction des stats, des termes de recherche, etc. Je te laisse adapter ton profil à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, tu peux répliquer sur d'autres plateformes. Mais du coup, voilà. L'idée, c'est de copier-coller rapidement et pas de perdre trop de temps là-dessus, parce que tu verras ensuite dans la vidéo, ton temps peut être beaucoup plus optimisé que de passer du temps sur les plateformes. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Évidemment, les plateformes, c'est une super visibilité passive, donc on en profite. Mais voilà, n'y passe pas non plus un temps si important que ça. Ensuite, tu peux également développer ton propre site ou un portfolio, par exemple, pour montrer de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu sais faire, ou même du coup héberger des projets perso qui sont forcément un bel atout pour montrer tes capacités et le fait que tu sois autonome et que tu saches du coup faire des projets par toi-même. Donc ça voilà, c'est optionnel évidemment. Moi j'en ai jamais fait à titre perso, j'en ai pas eu besoin littéralement, mais ça peut être quelque chose qui, si ça ne prend pas trop de temps encore une fois, peut être une bonne solution pour montrer un peu de quoi tu es capable. Et voilà. Si ça t'amuse en tout cas de le faire et que c'est un plaisir de passer par là, ça peut être une bonne solution pour pas trop cher non plus. Et enfin, pour maximiser ta prospection passive, eh ben, écoute, l'idéal, c'est quand même de créer du contenu. Je sais que c'est pas adapté à tout le monde, évidemment. C'est quelque chose où on a du mal à s'y mettre au démarrage. On a l'impression de ne pas être fait pour ça initialement. Mais franchement, créer du contenu, c'est quand même quelque chose qui va te permettre de toucher une cible que tu n'aurais jamais atteinte tout simplement initialement, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, par exemple. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps. Ça va pas être des effets instantanés et tu vas pas trouver une mission le lendemain de ton premier post, évidemment. Mais franchement, ça peut te créer des belles opportunités, ça te développe un réseau et tout simplement, voilà, ça te crée du personal branding, donc une marque un peu personnelle. Donc ça, c'est quand même toujours quelque chose évidemment à prendre en compte. Pareil, c'est très chronophage, donc à voir par rapport aux autres actions que tu peux mener. Mais franchement, si tu as encore un peu de temps dispo après tes grosses journées, ça peut être quand même quelque chose qui vaut le coup. À minima, 2-3 posts par semaine sur LinkedIn, par exemple, ça se fait. Franchement, ça se fait. Donc je te recommande ça à fond et voilà, ça te boostera à fond sur la visibilité tout simplement et la prospection passive.
Et alors, une fois que ta prospection passive est en place, tu vas pouvoir passer à la prospection active. Donc là, ça consiste tout simplement à passer à l'action. Le but, c'est voilà, d'activer ton réseau, de développer de nouvelles relations, de nouveaux contacts pour trouver une mission le plus rapidement possible. Donc on est voilà, dans la volonté de résultats instantanés, on va dire. Donc ça, évidemment, il y a plein de moyens d'y arriver. La première et la plus simple, enfin, en tout cas la plus facile d'accès pour le plus grand monde, c'est tout simplement de contacter tes proches, que ce soit famille, collègues, amis, etc. Parle-leur un peu justement de ton projet, de tes recherches, la localisation, le secteur, le type d'équipe que tu aimerais rejoindre, etc. On ne sait jamais, ils peuvent du coup penser à quelqu'un effectivement qui aurait besoin de tes services, ou en tout cas ils ont en tête du coup pour la suite que toi tu es disponible actuellement. Donc ça peut toujours être une bonne solution tout simplement de contacter des proches et sans avoir évidemment la peur de les embêter. Forcément voilà, si c'est des gens que tu connais, t'en fais pas, ils auront largement 2 minutes de leur temps pour te consacrer et t'écouter là-dessus. Donc n'aie pas peur de déranger, évidemment, maximise tes chances et ose passer à l'action là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, une fois que tu as fait un beau profil LinkedIn, ce serait quand même dommage de ne pas t'en servir. Donc la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de faire un post LinkedIn pour annoncer du coup, alors soit que tu quittes ta mission précédente et donc que tu es de nouveau disponible, soit directement voilà, que tu te lances en freelance, voici tes recherches, voilà ta démarche, etc. Donc en plus, le premier post sur LinkedIn, il est quand même sacrément boosté généralement. Donc tout ton réseau va le voir, donc c'est quand même une super opportunité. Donc évidemment, profites-en. Ensuite, évidemment, tu peux aussi consulter donc toutes les offres disponibles en ligne concernant donc à la fois des missions freelance, mais aussi du coup des CDI potentiellement. Forcément, voilà, s'il s'agit de missions longues et que tu as largement les compétences, n'hésite pas à postuler parce que franchement, ça change pas grand-chose pour tout le monde. C'est vraiment qu'une question de statut. Et tant que toi, tu es intégré aux équipes, etc., et que tu es motivé par cette mission, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas tenter. Donc voilà, ça vaut le coup en tout cas de faire les démarches. Et bien sûr, quand tu postules à des offres comme ça, ne t'arrête pas simplement à la candidature par défaut sur le site. Essaie d'aller contacter le recruteur directement, prendre contact du coup avec la personne responsable du recrutement chez eux, ou en tout cas un décideur de cette entreprise-là, parce que sinon tu vas être encore une fois noyé dans la masse. Et donc le but, c'est de faire quelque chose que les gens n'osent pas faire. Donc justement, aller prendre le contact de la personne ou la contacter voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais essaie de te démarquer là-dessus, évidemment, ne reste pas le plus passif possible, à simplement cliquer sur postuler. Tu verras que ça fait vraiment une belle différence. Ensuite, on en parlait, mais évidemment, les recruteurs, c'est une très bonne source de mission, bien sûr. Donc, évidemment, ils prennent une commission, il faut bien qu'ils se rémunèrent. On est de l'ordre de 10 à 15% généralement, mais bon, c'est de l'argent que tu peux vraiment lâcher au démarrage, surtout pour la première mission qui est généralement la plus dure à obtenir. Voilà, si ça te fait gagner du temps, des mois potentiellement de recherche, fonce hein, là-dessus, fais confiance là-dessus. Et alors, soit c'est eux qui viennent vers toi directement, soit je te conseille également d'aller dans la direction des recruteurs, donc d'aller contacter les recruteurs et en te mettant limite des objectifs hein, par jour, donc typiquement 5 ou 10 personnes recrutées par jour. Comme ça, tu passes vraiment à l'action et tu es vraiment efficace. Ça permet du coup de générer des contacts, tout simplement, des gens qui pensent à toi parce que tu vas te présenter, hein, tout simplement, tu vas expliquer ta démarche, qu'est-ce que tu recherches, etc. Ils vont t'inclure dans les bases de données donc, de leurs différents outils. Et donc, on ne sait jamais, soit ils auront quelque chose directement pour toi, ou soit en tout cas, ils pourront penser à toi par la suite. Donc ça fait toujours des petites graines, on va dire, des petites graines qui vont germer tout simplement au fur et à mesure. Et donc, plus tu maximises ça, plus tu augmentes tes chances tout simplement que quelqu'un te propose une mission par la suite. Le petit bonus que tu peux faire également, c'est de te rendre à des événements, donc que ce soit des meetings, des conférences, quoi que ce soit. C'est un très bon moyen de rencontrer du coup soit des clients finaux, soit des recruteurs ou même d'autres freelances qui font la même chose que toi. Donc ça, forcément, voilà, c'est encore très bien, surtout s'ils font de l'apport d'affaires justement ces différents freelances. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas disponibles et qu'on leur propose une mission qu'ils ne pourront pas honorer, du coup, tout simplement, et ben, ils pourront la rediriger vers toi. Donc s'ils pensent à toi justement parce qu'ils t'ont rencontré la veille à un événement, forcément, ça te fait des contacts en plus et donc des opportunités en plus. Donc c'est toujours des choses bonnes à prendre, évidemment. Et enfin, la dernière méthode pour aller décrocher une mission, eh ben, écoute, c'est tout simplement d'avoir identifié des clients finaux qui correspondraient à ta cible, tout simplement, donc soit le secteur, le domaine, l'entreprise ou autre. Si tu as réussi à faire une petite recherche, à extraire du coup des potentiels clients pour toi, il va falloir justement les contacter directement, que ce soit par LinkedIn, par mail, par message ou autre. Le but, c'est juste d'avoir des contacts chez eux, du coup, en interne, de voir, du coup, de leur expliquer tout simplement ta démarche, mais en ayant, du coup, un peu étudié leurs questions et leurs problématiques à l'avance. Typiquement, si tu constates qu'ils sont sur une techno ou sur un outil en particulier, tu peux en parler en disant que voilà, tu as une expertise là-dessus, tu peux développer telle ou telle partie de ce logiciel parce que tu as remarqué qu'il était un peu défaillant ou autre. Enfin, tu peux voilà, étudier vraiment leur cas particulier, déterminer que toi, tu pourrais les aider là-dessus ou en tout cas leur permettre d'améliorer quelque chose. Et donc, s'ils y voient du coup un bénéfice et un gain potentiel, ils penseront à toi et du coup, l'échange pourra se continuer. Évidemment, l'idée, c'est de faire une visio ou en tout cas un appel par la suite pour vraiment expliquer à fond tout ça et toute ta démarche, et donc potentiellement conclure sur un contrat, et donc là, tu auras tout gagné, évidemment. Et voilà, donc on espère que ça débouche sur une première mission, évidemment, ce fameux Graal. Donc une fois que tu l'auras obtenu, évidemment, on espère que ce soit une mission longue, comme ça au moins ça te laisse un peu le temps de voir venir, mais même si c'est une mission courte et plus ponctuelle,
tu verras que ça te fera un gros boost pour la suite, à la fois peut-être une recommandation du coup de ce client-là qui peut t'apporter d'autres contacts, etc. Donc ça, c'est évidemment idéal, mais au moins ça te génère un peu de crédibilité dans tous les cas pour la suite. Ça va te rassurer, même toi à titre personnel, tu seras beaucoup plus à l'aise dans les prochains échanges, etc. Donc c'est franchement une très bonne chose évidemment. Et ensuite l'objectif forcément ça va être de fidéliser ses clients justement pour qu'ils reviennent vers toi de façon régulière, etc. Donc comme ça t'évite justement de faire de la prospection trop souvent. Donc soit tu as des missions longues, soit tu as des clients ponctuels mais qui reviennent souvent. Ça c'est quand même évidemment le schéma idéal. Donc pour ça bien sûr, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'il faut faire des bons rendus dans les temps et avec une bonne communication bien sûr. Ça j'espère que tu as les infos là-dessus. Et en tout cas ce qu'il faut te dire c'est que la fidélisation c'est un peu dans les deux sens. En gros ça arrange tout le monde tout simplement. Toi, d'une part, ça te fait gagner du temps et tu n'as pas besoin de prospecter tous les 2 jours. Et à la fois, le client également, il sait que tu maîtrises sa structure, ses stacks, etc. Et du coup, bah voilà, il gagne du temps. Lui non plus n'a pas besoin de prospecter pour aller chercher un développeur qui correspondrait. Et toi, évidemment, tu as une bonne connaissance de ce qu'il propose et de ses problématiques, tout simplement. Donc, ça fait vraiment gagner du temps à tout le monde. Donc, évidemment, essaie de faire du bon boulot, bien sûr, pour que ça dure au plus possible. Et tu verras que ça sera bénéfique pour tout le monde. Et j'en profite aussi pour te rappeler que même en mission longue, dans tous les cas, il faut surtout pas se reposer sur tes lauriers, bien sûr. On ne sait jamais, hein, des missions, ça prend fin des fois un peu rapidement, etc. Donc on n'est jamais à l'abri. Donc c'est pour te rappeler tout simplement qu'il faut continuer à entretenir ton réseau en permanence, ne pas ignorer des messages, par exemple, toujours garder des relations, etc. un peu proches avec les recruteurs ou des clients potentiels par la suite. Donc c'est pas parce que tu es disponible, enfin que tu n'es pas disponible maintenant que tu ne le seras pas dans un mois ou deux. Donc voilà, essaie de garder quand même des relations assez proches. Et n'hésite pas aussi à faire des petites relances, bien sûr, à tes anciens clients, par exemple, au moment où on est le projet, comment ça va, etc. Sans forcément forcer pour vendre tout de suite, etc. Mais tout simplement pour prendre des nouvelles, pour garder contact. Et on ne sait jamais, pareil, ça peut redéboucher sur quelque chose plus tard, donc ça vaut toujours le coup. Donc voilà, j'espère que ce plan d'action t'aide à y voir plus clair et surtout te motive à te lancer en freelance. Si c'est le cas et que tu veux être sûr de réussir tes débuts, je propose un accompagnement justement pour les freelances, donc étape par étape avec des appels visio chaque semaine jusqu'à ce que tu signes ta première mission. Donc je sais que ça peut en rassurer pas mal, donc j'aime bien proposer ce genre de service. Donc évidemment, si tu veux en discuter, on peut se faire un appel totalement gratuitement directement en description. Je te mets mon petit Calendly, on se réserve une demi-heure pour discuter un peu de ta situation, tes problématiques, tes objectifs, etc. Donc avec plaisir pour te voir là-bas évidemment. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, je t'invite à mettre un petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Mets-moi un petit commentaire si tu as la moindre question. Et évidemment, abonne-toi, comme ça on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!